donc je voudrais quelques mots quand même. Finalement, on est dans un contexte où, après un portage pionnier par les travaux de la métagénomique intestinale, la caractérisation des microbiotes poursuit sa révolution, sa propre révolution, en s'étendant assez naturellement à tous les microbes qui sont associés à l'homme et aux animaux, ainsi que les systèmes anthropisés ou naturels auxquels l'homme a recours. Le but des journées MBio, c'est de faire se rencontrer les communautés, comme l'évoquait Emmanuel, qui ont, dans le contexte actuel, potentiellement énormément à mutualiser pour capitaliser sur les savoir-faire, sur la construction de connaissances, et puis aussi ouvrir à des potentiels d'innovation, des potentiels d'application translationnelle majeurs pour l'homme et la société en général. Alors on va échanger sur les standards qui sont la base de la construction de la vision robuste des écosystèmes microbiens, pour à terme proposer de dessiner une ingénierie, une modulation raisonnée de ces écosystèmes. On verra comment l'exploration fonctionnelle des systèmes complexes peut faire des pas significatifs, en partie avec la génomique et la métagénomique. Et puis on a tout un développement en ligne avec le concept One Health qui va nous permettre de voir que la prise en compte des formes de vie comme des holobiontes, comme des associations essentielles entre des structures supérieures et des micro-organismes, constitue un changement de paradigme important. J'espère que Marc-André ne va pas complètement détruire, comme il l'évoquait tout à l'heure, ce concept-là, et pour explorer donc le rôle des symbioses dans le maintien des équilibres, qui va jusqu'au contrôle du portage ou de la diffusion des micro-organismes vecteurs de maladies. Et puis on verra aussi les aspects éthiques et réglementaires qui sont en évolution permanente et qui essayent de s'adapter finalement aux évolutions de paradigmes tels que la prise en compte des humains et des animaux comme des holobiontes. Finalement, les enjeux forts qu'on souhaite mettre en avant, c'est créer des ponts entre les microbioticiens qui s'intéressent à différents écosystèmes, entre eux, mais aussi avec le partenariat industriel qui est présent, faire ressortir la prise en compte du microbiote comme un levier d'intérêt majeur pour la prévention, pour l'innovation, en santé notamment, et puis favoriser l'émergence de partenariats à travers les contacts que l'on espère susciter à travers ces journées. La prise en compte des microbiotes dans une gestion harmonieuse de la planète, j'ai envie de dire, on n'est pas loin finalement des réflexions sur les grands changements climatiques quand on s'intéresse à la prise en compte des organismes supérieurs comme des holobiontes. Elle exige de reconnaître que l'essentiel des formes de vie et des systèmes complexes est dépendant des micro-organismes qui gèrent ces équilibres. Donc je vais, pour introduire, gager que nos journées MBio nous aideront à avancer dans ce sens et à contribuer à une prise de conscience qui permette d'ouvrir encore davantage un champ d'innovation dont la planète a vraiment besoin. Et je vais, après cette introduction, encore une fois, au nom des collègues, remercier ceux qui vont s'impliquer directement de l'INRA, Hervé Blotière, Fanny Calange, Mathias Lavie-Richard, Emmanuel Maguin, qui n'a pas pu venir, qui s'est cassé la cheville la semaine dernière, David Petitot, Claire Rogel-Gaillard et Muriel Vessier-Tossa. Alors je vais revenir sur mes bases finalement, vous parler de microbiote à travers une petite présentation sur un scan métagénomique du microbiote intestinal humain qui a été un peu un point de départ. Avant que je commence, en fait, j'aime bien présenter cette illustration qui est plus de l'épidémiologie. On sait que dans la deuxième moitié du siècle dernier, on a fait des progrès énormes de la médecine à travers l'hygiène, à travers l'antibiothérapie et la vaccination. En termes de contrôle des maladies infectieuses, c'est ce qui est présenté ici, tout diminue, certaines pathologies sont complètement éradiquées. Et puis dans le même temps, en termes d'épidémiologie, ce qu'on a observé, c'est cette augmentation, quelquefois dramatique, exponentielle, de maladies qui sont des maladies immunes, qui touchent au système immunitaire et à la relation entre l'immunité et les microbes. Et on en arrive à une situation où on sait que à peu près vers 2025, une personne sur 4 sera atteinte de l'une ou l'autre des grandes pathologies de société moderne en augmentation d'incidence de façon incontrôlée. Donc on a vraiment des attentes fortes vis-à-vis de la connaissance, de la construction de connaissances pour la prévention. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé finalement pour en arriver là. Et il y a quelques grands changements qu'on a choisi d'opérer qui font que, qui conditionnent en tout cas probablement cette observation.
Ce qu'on a changé de façon importante à travers 2 ou 3 générations, c'est tout ce qui entoure la naissance. Le mode de naissance, l'environnement de naissance, l'utilisation ou le recours aux antibiotiques à la naissance. Alors en Europe, on est un petit peu quand même préservé, mais aux États-Unis, c'est 2 traitements antibiotiques systématiques pour chaque nouveau-né. Et puis le mode de naissance, la naissance par césarienne, qui d'une certaine façon interdit la transmission verticale de la mère à l'enfant. C'est 9 naissances sur 10 dans pas mal d'endroits dans le monde aujourd'hui, notamment dans certains pays émergents comme la Chine ou le Brésil. Et on peut se demander si on ne va pas changer la biologie humaine à travers plusieurs générations dans un contexte comme ça. On a changé beaucoup de choses en termes de nutrition, d'activité physique également, qui accompagne l'épidémie d'obésité qu'on connaît bien. Mais pour ce qui concerne la nutrition, l'apport de fibres a été réduit de façon dramatique. On avait 60% de l'énergie apportée par la matière végétale jusqu'à 1940-50 à peu près. On est aujourd'hui à probablement autour de 10% avec 17 grammes de fibres par jour par personne en France. Et on sait que la recommandation nutritionnelle est de 25 à 30. Et puis on est exposé à des composés chimiques de l'environnement de plus en plus, y compris à travers la nutrition et la technologie alimentaire, et ça peut conduire à une altération de l'immunité, ce faisant à une altération de la relation entre l'homme et ses microbes. Et quand on opère ces changements, finalement on néglige complètement qu'on est microbien. On est chacun 100 000 milliards de bactéries et plein d'autres microbes, comme l'a évoqué Manuel. 50% à peu près de nos cellules sont bactériennes. C'est 1 kg de biomasse dans le corps humain, essentiellement dans les parties distales de l'intestin, pour la partie la plus dense et diversifiée, et encore aujourd'hui, pour une grande majorité, inconnue en termes de collection de souches. Donc dans ce contexte-là, on peut effectivement regarder l'homme comme une symbiose, et je vais insister sur ce paramètre-là pour commencer. Alors on est, je le disais, 100 000 milliards de bactéries, des bactéries partout, au niveau de la peau, au niveau de la sphère urogénitale, au niveau de la sphère orale et pulmonaire, et puis bien sûr au niveau de l'intestin. Et au-delà du nombre de bactéries, en nombre de gènes, en fait, face aux 23 000 gènes du génome humain, on est porteur chacun, en moyenne, de 600 000 gènes microbiens. Donc ça laisse une place d'environ 4% en termes de potentiel génétique à l'humain dans l'organisme que vous êtes. Et donc on a des attentes fortes de la science du microbiome qui évolue beaucoup à travers la caractérisation au niveau des gènes. Alors pour aller un petit peu plus loin, l'homme symbiose, on peut le concevoir comme ça. Finalement, on est issu de l'utérus qui est virtuellement stérile avant la naissance, et le nouveau-né humain découvre le monde microbien en même temps qu'il va devoir développer son système immunitaire. Et ce co-développement, finalement, va conduire à une situation assez unique de symbiose où le microbiote est reconnu par nos défenses naturelles comme faisant partie du soi, de la même façon que les cellules, les tissus et les organes de l'organisme. Il va contribuer à des fonctions trophiques, notamment à la maturation de la paroi intestinale et à son développement, à des fonctions métaboliques comme la dégradation des fibres qu'on a évoquées, des polyphénols alimentaires, et également la fourniture de certaines vitamines, de façon exclusive pour certaines. Et puis à la protection contre les micro-organismes de l'environnement à travers une fonction qu'on appelle la barrière, ou la stimulation indirecte du système immunitaire, puis globalement à des signalisations qui vont dans tout l'organisme, entre l'intestin et le foie, le tissu adipeux ou même le cerveau. Il peut y avoir des dérèglements. Au niveau écologique, en fait, ces dérèglements sont associés à un risque infectieux. Donc la barrière est une fonction qu'on peut perdre, et à ce moment-là, on est exposé à un potentiel de colonisation par des pathogènes. Et puis, au niveau de la tolérance immunitaire, la rupture est associée à des risques de maladies immunes ou auto-immunes. Et ce que l'on souhaite faire, finalement, c'est, à travers la construction de connaissances, avancer vers le monitoring, le diagnostic, la prédiction, voire la restauration de la symbiose dans des contextes de prévention nutritionnelle ou de médecine de l'homme microbien. Donc c'est un changement de paradigme en soi. Quand on se construit en symbiose, finalement, ce que l'on observe dans la construction de connaissances scientifiques, c'est un microbiote riche et diversifié en interaction avec des composantes de l'hôte, qui sont notamment la barrière mucosale, le système immunitaire et la balance redox qui s'exprime à travers l'organisme. Et à travers les différents éléments d'altération potentielle qu'on vient d'évoquer, ce que l'on observe au niveau scientifique, c'est une perte de richesse du microbiote intestinal, et assez rapidement,
et de façon quasi systématique une augmentation de la perméabilité intestinale, une inflammation de bas grade et un stress oxydant. Et ça peut induire un cercle vicieux qui est illustré ici, qui va accompagner l'établissement d'une altération durable de la dysbiose. Alors on aimerait bien qu'il existe un continuum entre la santé d'une part et la maladie d'autre part, parce que finalement, s'aventurer un petit peu dans le orange et le rouge conduirait simplement à trouver la solution pour ramener le curseur dans le vert et le bleu. Et en fait, dans des contextes de systèmes complexes, globalement, où on peut avoir des cercles vicieux, c'est la proposition de Martin Schaeffer en Hollande. Là, ce que l'on peut avoir, c'est des ruptures durables d'équilibre, des bascules d'un état stable qui va être la santé à un état stable alternatif qui va être la pathologie. Et donc, ça ouvre des potentiels. Ça ouvre des potentiels en termes de compréhension des systèmes, mais aussi en termes de monitoring, en termes de prévention, en termes de thérapie. Et notamment, la possibilité de prendre en compte, ce qui n'a aujourd'hui jamais été fait, 4 cibles potentielles qui sont illustrées à travers le cercle vicieux qui est présenté ici. C'est probablement une vision un petit peu simple et conceptuelle des choses, mais on peut se dire que finalement, on devrait aujourd'hui explorer ce potentiel d'intervention sur un cercle vicieux pour finalement restaurer le contexte de symbiose. Voilà, on a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans la littérature qui corroborent un petit peu cette idée-là, et notamment à travers les transferts de microbiote, qui sont l'application du principe de corps, d'après ce que suggère Philippe Sansonetti, à des microbiotes complexes. Non plus un micro-organisme qui va induire une altération, mais un complexe microbien. Et donc ça a été montré par des transferts de souris vers souris ou d'homme vers souris, de microbiotes associés à des contextes de pathologie et qui montrent qu'on peut transférer effectivement des phénotypes pathologiques. Puis on a des premiers travaux dans les domaines comme Alzheimer ou Parkinson qui semblent montrer aussi que dans cette relation axe intestin-cerveau, il y a probablement une importance du microbiote intestinal comme un facteur de la gestion de la symbiose. Et puis on a à l'opposé des contextes où on va essayer de guérir, finalement, d'intervenir dans des contextes de pathologie qui sont des contextes de pathologie chronique, souvent évolutifs, de plus en plus graves, et qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui, et contextes dans lesquels le transfert de microbiote fécal, FMT, a montré qu'on était capable finalement d'améliorer ces contextes-là. Voilà. La métagénomique, l'approche par séquençage et par caractérisation globale du microbiote intestinal nous a permis d'avancer. Donc en quelques lignes, on travaille sur la caractérisation de microbiotes intestinaux, souvent des selles chez l'homme en fait, ou chez l'animal. Et puis on va extraire l'ADN total et séquencer en shotgun, donc de façon indifférenciée, pour assembler et annoter les gènes et construire un catalogue de référence. Et sur cette diapositive, en fait, je résume les quelques grands pas qu'on a pu franchir. On a construit un catalogue de référence pour ce qui concerne la population humaine. On est en train de faire la même chose pour l'animal, pour le porc par exemple et le poulet notamment. Et ce travail-là conduit à tenter de mettre en évidence l'ensemble des gènes qu'on peut s'attendre à observer dans ces contextes-là. Ils ont été, la dernière mise à jour date de 2014 et elle représentait 10 millions de gènes pour l'intestin humain. Et puis on a montré qu'on pouvait identifier des gènes coabondants, très finement coabondants, quel que soit l'écosystème, l'échantillon auquel on s'intéresse. Et donc ça permet de reconstruire des génomes de micro-organismes jusque-là non cultivés. On a caractérisé les écosystèmes par le métagénome au niveau écologique et surprise, on a montré qu'il existait en fait dans la population humaine 3 organisations écologiques différentes qu'on a appelées entérotypes, que je vais illustrer. Et puis on a montré également que le compte de gènes était un stratifiant majeur en termes de santé. Et puis on a continué à travailler sur un terrain qu'on avait déjà exploré depuis 25 ans à travers des outils plutôt gènes uniques de caractérisation d'écosystèmes, qui sont l'identification de signatures et de modèles de prédiction de l'altération du microbiote et de la symbiose dans le diabète de type 2, dans l'obésité, dans les maladies hépatiques et dans de nombreux autres contextes. J'évoquais qu'on travaille aujourd'hui sur les aspects reliant l'intestin au cerveau. Alors, quelques illustrations de ce qu'on a pu apporter comme connaissances nouvelles. Quand on s'intéresse à la fraction partagée des microbiotes intestinaux en comparant des grandes populations, ce qu'on montre, c'est qu'il y a quelques dizaines d'espèces
seulement parmi les milliers d'espèces reconnues qui sont plus partagées. Chez 90% d'une cohorte d'individus, on va trouver cette soixantaine d'espèces-là. Et si on s'intéresse de façon un peu plus drastique à ce qui est 100% conservé, finalement, vous voyez, on en trouve à peine 18. Parmi, pour chaque individu, à peu près 200 espèces dominantes. Donc on voit qu'on a une petite fraction en termes de diversité d'espèces qu'on va retrouver souvent dans la population humaine, qui probablement apporte une contribution fonctionnelle assez majeure. Et puis en même temps, on est tous très différents. Alors on est différents au niveau de l'organisation écologique. Ce qui illustre cette diapositive, sous la forme de collines ou de dômes, c'est la densité de population humaine dans des organisations écologiques particulières, dominées par le genre Bacteroides, le genre Ruminococcus ou le genre Prevotella pour chacune d'entre elles. Et donc on va être individuellement à tout instant, soit dans cet entérotype, dans celui-ci ou dans celui-ci. Et ce qu'on a montré également, c'est que ça n'est pas fixé par la génétique, donc ça peut évoluer. Et effectivement, un individu au cours du temps peut graviter un petit peu à travers ces organisations écologiques. La nutrition va avoir un rôle. Garrivou a montré en 2012, pas longtemps après la description des entérotypes, qu'aux États-Unis, les individus ayant un régime très occidentalisé, moderne, plutôt tendance fast-food, vont avoir en proportion se retrouver plutôt du côté Bacteroides, alors que les individus avec un régime alimentaire plutôt riche en fruits et légumes vont se retrouver du côté Prevotella. Et puis il y a un lien avec le compte de gènes ou la richesse en gènes que je vais illustrer davantage dans la diapositive qui vient. Alors c'est vrai pour l'homme, c'est aussi vrai pour les primates, c'est vrai pour les animaux qu'on a étudiés, le porc et les animaux de laboratoire également, avec des taxons bactériens, des phyla ou des genres bactériens qui sont pour la dominance appartiennent au même groupe finalement. Voilà, et en termes de richesse, ce qu'on a pu montrer, ça a été également une surprise, c'est qu'on n'a pas une distribution gaussienne classique quand on étudie la distribution de la population en fonction du nombre de gènes dans le métagénome dominant. On va entre moins de 200 000 à plus de 800 000 gènes pour un métagénome donné, et on voit qu'il y a un épaulement. En fait, on a une bimodalité dans la distribution avec un microbiote à faible richesse et des individus à microbiote à forte richesse, et en brun en dessous, la distribution des entérotypes qu'on vient de voir. Donc voilà, on a ces diversités, ces hétérogénéités à prendre en compte de la population humaine qui peuvent être un facteur de complexification dans les essais cliniques. On a montré globalement, je ne vais pas insister dessus, mais Hervé Blotière reviendra sur cet aspect-là, que la faible richesse du microbiote est un stratifiant important en termes de santé, notamment dans les maladies chroniques, et c'est associé à des phénotypes plus dégradés en termes de réponse, non-réponse à des traitements, d'inflammation, d'insulinorésistance dans les maladies métaboliques. Donc pour résumer cette partie-là, chaque microbiote dominant rassemble en moyenne 600 000 gènes. Vous avez vu qu'il y a une grande variabilité entre individus malgré tout. Le catalogue de référence disponible aujourd'hui est de 10 millions de gènes. Une large proportion de ces gènes sont finalement constitutifs d'un noyau partagé entre individus, mais nous sommes tous différents finalement sur la base des gènes que l'on porte, de la richesse en gènes, des espèces métagénomiques et des entérotypes. Le microbiote peut être caractérisé par profil métagénomique au plan quantitatif, et c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui, et on peut même reconstruire des génomes sur la base de l'analogie et de similarité de proportion des séquences. Alors, la richesse comme un élément de stratification, je ne vais pas insister beaucoup. J'ai juste une diapositive et Hervé Blotière y reviendra comme je l'évoquais. En fait, dans cette courbe de distribution des individus, une population humaine en fonction de la richesse en gènes, si on sépare complètement les individus non obèses des individus obèses, on voit bien la bimodalité, c'est-à-dire l'existence de deux populations séparées, des individus à microbiote appauvri. C'est 10% chez les individus non obèses contre 90% à microbiote enrichi. C'est à peu près 25% dans l'obésité légère ou le surpoids. Et puis, dans l'obésité morbide, on a un travail en cours avec Karine Clément. On est à 75% du côté Longines-Conde. Donc, c'est un paramètre qui va accompagner la sévérité dans un contexte pathologique particulier. Ça, on l'a évoqué déjà. C'est associé à plus d'adiposité en termes de distribution de masse grasse, une dyslipidémie, des triglycérols et du cholestérol sanguin augmentés,
inflammation, insulinorésistance, qui vont finalement prédisposer à l'aggravation du contexte pathologique. Et puis du coup, on peut utiliser cette construction de connaissances pour aller vers l'identification ou la rationalisation de moyens de restaurer le système. Et donc le cercle vicieux que j'ai représenté tout à l'heure, je le représente ici avec pour évoquer le fait qu'on sait déjà quelles peuvent être certaines clés d'intervention pour moduler le microbiote, la barrière intestinale, l'inflammation ou le stress oxydant. Des clés qu'on pourrait actionner potentiellement conjointement pour essayer d'être encore plus efficace que ce qu'on a pu faire. Alors, c'est un monde mouvant. On caractérise aujourd'hui beaucoup mieux les potentiels fonctionnels, non pas des pathogènes, comme on l'a fait pendant longtemps, mais des bactéries commensales de l'intestin humain. Donc cette liste-là, c'est une liste qui comprend en grande partie des espèces bactériennes dominantes de l'intestin de l'individu en bonne santé, pour lesquelles on a pu documenter des fonctionnalités, pour certaines même identifier des molécules qui sont porteuses de l'activité, et qui, pour certaines encore, conduisent à l'émergence de petites sociétés qui portent finalement le développement de l'utilisation de ces micro-organismes comme des potentiels médicaments nouveaux ou des éléments de la prévention. Et puis à l'extrême, ce qu'on peut vouloir faire, c'est la transplantation fécale et le remplacement d'un microbiote altéré par un microbiote issu d'individus sains. Donc c'est ce que propose la transplantation fécale. Elle est aujourd'hui reconnue comme une pratique clinique dans une indication unique, qui est l'infection récurrente à Clostridium difficile, infection dans laquelle on a pu montrer, à travers le travail devant nous en 2013, que alors que l'antibiotique de dernier recours guérit ou éradique le Clostridium difficile chez à peu près 30% des gens, la transplantation fécale va en une instance guérir 80% des patients, et si on en rajoute une ou quelques-unes, on peut guérir plus de 90% des patients. Assez peu de médicaments aujourd'hui sont capables d'être aussi efficaces que ça. Ça a conduit à une interruption de l'intervention clinique en analyse intermédiaire et à passer tous les patients dans le groupe transplantation fécale, ce qui a un petit peu ému la communauté scientifique, pour le placer de façon assez légère. Voilà, et finalement en France, on a ces développements-là. On développe notamment la transplantation fécale dans des contextes de pathologie assez sévères. L'illustration que je présente ici est une intervention qui a été bouclée il y a 1 an, exactement, en fait, d'une étude de transplantation fécale autologue chez des patients diagnostiqués leucémie aiguë, et qui, au moment du diagnostic, sont prélevés, et puis finalement, leur échantillon intestinal est conditionné par MaaT Pharma, qui réadministre l'échantillon à l'issue de la période d'induction, de chimiothérapie d'induction suivie d'antibiotiques. Donc le microbiote est fortement perturbé pendant cette période-là. Il est reconstruit à travers la transplantation de microbiote autologue, et puis les patients sont de retour à l'hôpital pour une chimiothérapie à nouveau 10 jours après, et on peut observer la reconstruction du microbiote intestinal. Ce que montre MaaT Pharma à travers cette intervention, c'est que le microbiote, qui est à peu près normal finalement en termes d'indice de diversité, l'indice de Shannon est présenté ici, est très altéré par l'intervention clinique, et puis la reconstruction permet de remonter à peu près 90% les différents paramètres qui sont la richesse en espèces, les paramètres de diversité, et également au niveau du gène, on est à plus de 80% de reconstruction de la richesse en gène de l'écosystème. Un contexte un peu particulier, puisque c'est l'autologue a vocation d'apporter la preuve du concept de reconstruction. Voilà, je vais en terminer là-dessus. Les humains partagent un noyau d'espèces au sein du microbiote intestinal, et cependant, on est tous un petit peu uniques, un petit peu différents sur la base des gènes, des espèces, des entérotypes. Le compte de gènes dans le microbiote est un élément important. La dysbiose devrait être vue comme une altération, non pas juste du microbiote, mais de la symbiose entre l'hôte et ses microbes. Et par extension, en fait, ce concept-là pourrait s'appliquer aux holobiontes en général. Et on est sur une nouvelle frontière, finalement, où la prise en compte de l'animal, des plantes comme holobiontes, l'animal y compris l'homme, va nous permettre d'avancer sur des stratégies nouvelles, finalement, de maintien de la santé. Des approches qui vont être intégrer des formes de vie avec leur microbiote pour aller vers la maintenance, la préservation et la restauration de ces contextes de symbiose. Voilà, je vais faire un petit coucou aux équipes autour de Hervé Blottière, à laquelle j'appartiens, et puis également Métagénopolis, qui est la plateforme, l'unité de service que dirige aujourd'hui Alexandre Caveza,
qui est également directeur général du programme Métagénopolis que porte l'INRA. L'INRA qui a investi beaucoup sur ces aspects microbiote à travers notamment le métaprogramme méta-omique des écosystèmes microbiens qu'aurait présenté Emmanuel Maguin s'il avait pu venir avec nous, qui s'intéresse en fait à l'ensemble des microbiotes du contexte One Health, et également à travers le domaine d'innovation microbiote, qui est une initiative INRA qui tente de faire une démarche vers la translation, vers le partenariat industriel pour vraiment capter les potentiels qu'apportent les connaissances nouvelles du domaine. Voilà, je vais en rester là. Je vais pas prendre de questions, c'est une introduction, et tout de suite passer la parole à Marc-André Sellos qui va vous faire une présentation sur Holobiont. Je veux bien qu'on vienne installer ces diapos si c'est possible en fait.